Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et c'est une émission pleine d'iode et d'embrun que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir le directeur scientifique du programme Océanide, Christian Buchet, que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1. Avec lui, nous allons évoquer l'histoire vue de la mer. Cela ne va pas me dépayser, moi, puisque pour tout vous dire, j'ai passé une partie du week-end au salon nautique. Ah bah très bien. Et du coup, vous allez nous raconter quoi pour commencer l'émission alors ? L'histoire d'un corsaire, un grand corsaire, Jacques Cassard, après quoi nous irons visiter quelques malouinières en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach et de Lorena Martin. Pensée chaleureuse au seuil de cette émission maritime pour ceux de nos auditeurs de l'Ouest qu'a touché ce matin la tempête Anna. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. En Méditerranée aussi, il peut y avoir des brumes. C'est le cas en ce jour de printemps 1709. Imaginez une visibilité très mauvaise, le brouillard semble collé au flot. Un combat naval va forcément avoir lieu contre une partie de l'escadre ennemie. Mais ce combat se présente assez mal du fait d'une très grande infériorité numérique côté français. Voilà ce que nous raconte Michel Verger-Franceschi. Notre corsaire sort de Toulon le 19 avril 1709 avec 2 vaisseaux du roi armés à ses frais. Il doit escorter un convoi du Levant jusqu'à Marseille. Le 29 avril, il rencontre à la hauteur de Bizerte, près de la Tunisie donc, 15 vaisseaux anglais. Les canons tonnent. Ça y est, ça dure toute la nuit et encore au matin. Cassard et ses hommes tiennent bon. C'est lui le corsaire dont nous allons parler, Cassard. La confrontation est éprouvante, elle fait de nombreux dégâts de part et d'autre, mais ce sont bien les Anglais qui finalement lâchent prise. Cassard peut dès lors poursuivre sa mission. Il accompagne le convoi et ses précieuses denrées jusqu'en Provence et en ces temps de guerre totale, on peut dire que le secours qu'il apporte au royaume est plus que bienvenu. Voilà ce que lui dit le ministre Pontchartrain qui lui transmet les félicitations de Louis XIV en personne. Sa Majesté vous a fait sur le champ nommer capitaine de brûlot et je vous enverrai incessamment le brevet. Je vous exhorte de continuer à servir avec la même application et la même conduite que vous avez faite jusqu'à présent, bien persuadé qu'à mesure que vous en fournirez les occasions, je les ferai valoir utilement pour vous, auprès de Sa Majesté, bien entendu. Jacques Cassard est, si j'ose dire, le roi des corsaires. Revenons donc sur son parcours flamboyant, certes, mais pas dépourvu de zones d'ombre, parcours caressé par les embruns et balayé par les tempêtes. Il était né à Nantes, cet homme-là, le 30 septembre 1679. Il grandit dans une de ces familles commerçantes qui sont tournées complètement vers l'océan. On peut supposer que dès l'enfance, son regard se porte vers les grandes nefs du bout du monde. Son univers se nourrit des petites et des grandes aventures de marins. Il en entend parler, il se passionne pour tout ça. Il n'a que 13 ans lorsque disparaît son père. Et ce sont ses beaux-frères qui vont soutenir sa formation. Une formation qui va finir par l'entraîner dans ses premières traversées transatlantiques. Certains auteurs lui ont prêté un rôle dans un raid retentissant contre le port de Carthagène. Carthagène, c'est, si je ne m'abuse, au nord de l'actuelle Colombie. On est là à la toute fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1697. En fait, est-ce qu'il a été vraiment présent ? Il semblerait que ce soit un fait légendaire. À la fin de la même année, il participe bien en revanche à un autre voyage aux ambitions plus commerciales. Celui-ci, il le conduit à Cayenne, à Saint-Domingue, et puis encore un autre en 1699 vers la Martinique. Il essuie d'ailleurs à cette occasion un terrible ouragan. Au contact de cette vie difficile, de tous ces dangers, auxquels il faut ajouter la présence des pirates et les pertes accidentelles de marchandises, Cassard bâtit son expérience. Il se familiarise autant avec la mer qu'avec les affaires. À 20 ans, il devient maître de navire à l'amirauté de Nantes et dès lors, il ne tarde pas à commander son propre bateau et à reprendre la route du Nouveau Monde. Et c'est reparti. Quelques années un petit peu mystérieuses. Après cela, Philippe Rodège, qui est le biographe de Cassard, le note.
Les archives ne permettent de retrouver sa trace qu'en 1705. La guerre de succession d'Espagne est alors commencée depuis 3 ans. Était-il prisonnier des Anglais? A-t-il servi en sous-ordre à bord des corsaires? Il réapparaît à Saint-Malo comme capitaine du Saint-Guillaume, corvette du roi de 60 tonneaux, 12 canons, 62 hommes. Un navire d'importance, mais de taille moyenne. C'est à ce moment-là que le talentueux Nantais va véritablement percer. Au cours de plusieurs expéditions autour des îles britanniques, il entreprend, avec des forces qui sont très limitées, vous l'aurez compris, il entreprend d'aller rançonner, parfois capturer, des navires qui ont le tort d'aborder le mauvais pavillon. Ce type de guerre maritime s'inscrit dans toute la stratégie encouragée par Pontchartrain, le secrétaire d'État à qui Louis XIV a confié la marine, puisque la France a du mal à égaler la puissance navale des Anglais et celle des Hollandais. Eh bien, ce sont des agressions rapides et ponctuelles que l'on va privilégier pour essayer d'agir et d'exister sur les mers. Pour être honnête, il faut reconnaître que Cassard, dans un premier temps, n'obtient avec son Saint-Guillaume que de piètres résultats, et puis la situation se fait plus avantageuse. Le corsaire harcèle les ennemis, il les raquette avec brio, et il va s'imposer au cours de plusieurs combats en pleine mer. Bien sûr, ça paraît facile de dire ça comme ça, de le raconter, mais vous imaginez tout le courage, le sang-froid, l'autorité qu'il faut, et puis la roublardise aussi, disons-le, ça fait partie de l'attirail. Cassard ne manque d'aucune de toutes ces vertus-là. Le corsaire, il faut le dire, a, c'est vrai aussi, des côtés un petit peu troubles. Par exemple, on peut le soupçonner de captage de marchandises à son propre profit. Après tout, il ne serait pas le seul à le faire. Autre caractéristique de son commandement, le Nantais ne fait pas toujours de cadeaux à ses équipages. Il peut être rude. Ses décisions ne sont pas toujours comprises. Passé sur un autre bateau, il fait un jour l'objet d'une mutinerie alors qu'il est attaqué par des vaisseaux anglais. La situation est très grave. Il manque. À ce moment-là, on pense vraiment que tout va virer au drame. Des hommes lui sautent dessus, raconte Philippe Rodège, et le prennent au corps. Ils s'en débarrassent et blessent l'un d'eux avant d'être enfin secourus par ses officiers majors. La sédition s'apaise juste au moment où les navires ennemis arrivent à portée de fusil. Les canons lui permettent de repousser l'ennemi, mais l'alerte a été réelle. Alors, malgré la mauvaise volonté qu'il peut manifester pour suivre les demandes du ministre, il n'est pas toujours très obéissant, ce Cassard, malgré tous ses défauts, il acquiert une vraie réputation, ses profits sont substantiels, la royauté a l'intention de lui confier des missions nouvelles et Cassard voudrait, semble-t-il, que Pontchartrain lui donne des moyens pour frapper de nouvelles cibles sur les eaux irlandaises cette fois, à moins qu'on ne lui propose d'aller combattre dans l'Atlantique. À la fin de 1708, après une visite à Versailles, on a toujours du mal à imaginer ces gens qui arrivent de toutes les provinces, là en l'occurrence ce corsaire qui est sorti de son bateau et qui est obligé de se mettre dans les dentelles pour aller à Versailles. Il est envoyé, pas du tout où il s'y attendait, à Toulon. A priori, il doit y préparer des bateaux pour son grand retour sur l'océan, mais les plans de Cassard ne vont pas tarder à être modifiés et c'est finalement bien en Méditerranée qu'il va devoir intervenir. Ça ne vous surprend pas puisque c'est là que nous l'avons trouvé tout à l'heure. Des exploits l'attendent sur la Grande Bleue. Un extrait de la bande originale du film L'île aux pirates, où le pirate est une pirate jouée par Jenna Davis. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'itinéraire en eau agitée, même parfois en eau trouble, du corsaire et armateur nantais Jacques Cassard. Alors que la guerre de succession d'Espagne bat son plein, on vient de le voir, il se révèle être un marin redoutable et le ministre Pontchartrain l'envoie sur les bords de la Méditerranée à Toulon. Alors il y a quand même une question que je me pose. La position de la France et de son allié espagnol, elle est favorable sur cette mer ? Alors on pourrait dire sur le papier qu'elle l'est d'une certaine manière. La France et l'Espagne sont bien placées géographiquement pour contrôler au moins la Méditerranée occidentale. Seulement la guerre se passe mal
aussi sur mer. Les Anglais prennent notamment Gibraltar et Minorque aux Espagnols, tandis que la Catalogne échappe au contrôle des Bourbons. La position des ennemis de la coalition se trouve très renforcée. La Méditerranée est donc dangereuse et le passage des convois n'est pas aisé. Et lorsque Cassard arrive en Provence, c'est un hiver terrible qui sévit. Vous savez, c'est le fameux grand hiver qu'on écrivait avec un Y à l'époque, le grand hiver de 1709, et on descend même à Marseille en dessous des 10 degrés Celsius. Vous voyez, donc il fait vraiment particulièrement froid, les récoltes vont être horribles, plusieurs périodes de froid terrible vont se succéder comme ça jusqu'à la fin de la saison, avec une famine qui est là, qui menace. Il faut de toute urgence que du ravitaillement parvienne par bateau. Et c'est dans cette perspective-là, bien entendu, que Cassard va jouer un rôle important. Alors, je vous ai raconté tout à l'heure les gratifications accordées par Louis XIV au lendemain des exploits méditerranéens. L'ascension de notre homme ne s'arrête pas là pour autant. Après un nouveau coup d'éclat, quelques mois plus tard, coup d'éclat qui de nouveau contribue à secourir la Provence, finalement les Provençaux auront dû à Cassard leur survie à la sortie de ce grand hiver 1709, Cassard obtient une nouvelle promotion. Nous sommes là le 20 janvier 1710, il est fait capitaine de frégate et même 2 ans plus tard, il sera encore plus haut, il sera carrément capitaine de vaisseau. Ses activités en Méditerranée continuent. On voit par exemple Cassard accompagner un convoi vers Istanbul, participer à la guerre de course, c'est l'origine du terme de corsaire, mais en parallèle, le corsaire et armateur voit les problèmes s'accumuler pour lui. Un conflit l'oppose à la municipalité marseillaise sur des questions d'argent. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi un homme d'affaires. Il est peut-être même d'abord un homme d'affaires. Des démêlés judiciaires à rebondissement qui seraient peut-être un petit peu compliqués de développer ici, mais qui vont désormais peser sur sa carrière. Et néanmoins, il reste très actif. Il assure en 1711 le ravitaillement des troupes du duc de Vendôme qui est en train de se battre en Espagne. Ce qui est sans doute la plus grande aventure de la vie de Jacques Cassard est encore à venir. C'est le projet de repartir pour les eaux caribéennes. Et il a toujours ce projet, il l'avait depuis le début. Il faut préciser que les équilibres sont en train d'évoluer dans l'interminable guerre européenne. L'Angleterre pourrait maintenant sérieusement envisager une paix séparée avec la France. Dès lors, l'escadre que monte Cassard doit se focaliser surtout sur l'un des grands ennemis de Louis XIV, les Provinces-Unies, la Hollande si vous préférez, avec les colonies antillaises bien sûr. Il faut réunir d'importants fonds privés, préparer les bateaux, recruter les équipages, prévoir les détails de la campagne. C'est un travail considérable. Cassard investit beaucoup dans le projet. La couronne le soutient, il faut le dire. Philippe Rodège nous dit que cette histoire est celle d'un homme pressé par l'argent, bousculé par le temps, par les événements, traqué par un rêve où fortune et gloire se côtoient à part égale. Après quelques retards, son escadre est là, belle et pimpante, qui part en direction des eaux tellement risquées de la mer des Caraïbes. On est là au printemps 1712. Alors c'est comme dans les dessins animés, dans les films. On est à la grande époque des pirates et des corsaires. Cassard va provoquer ses premiers dégâts en chemin dans la colonie portugaise de Cap-Vert. Et puis il rejoint de l'autre côté de l'océan le Suriname hollandais. Il connaît là encore un échec assez piteux. Vous voyez que finalement, il n'en aura pas manqué d'échecs dans une carrière qui est d'une grande difficulté. Il n'arrive pas à surprendre les colons ennemis et il va devoir finalement, devant la vigueur de la riposte, il est obligé de rebrousser chemin. Et c'est alors qu'il prend une décision périlleuse, attaquer une colonie non pas hollandaise, mais anglaise, alors même que la négociation d'un cessez-le-feu avec la Grande-Bretagne n'est qu'une question de jours ou de semaines. La cible du corsaire, une petite île au nord de la Guadeloupe qui s'appelle Montserrat. L'expédition est rondement menée dès le mois de juillet. La colonie va être complètement saccagée avec des dégâts considérables. Cassard remporte avec lui toutes sortes de marchandises. Il remporte les esclaves, des embarcations, bien sûr beaucoup d'argent. C'est une franche victoire, mais il n'est pas sûr que la nouvelle soit très bien accueillie à Londres, certes, mais non plus à Versailles. Encore une fois, on était en train de préparer une paix séparée. Quand la nouvelle du raid sur Montserrat parvient en Europe, l'affaire ne déclenche pas un tonnerre d'applaudissements. C'est une litote. Pour être juste, il faut quand même signaler que les corsaires anglais, au même moment, ne sont pas exempts de reproches. Mais enfin bref, Cassard aurait sans doute eu mieux à faire que ces centaines de milliers de livres de dégâts
à une colonie anglaise au moment où on était en pleine tractation. L'aventure n'est pas finie. Avec des hommes attirés par l'appât du gain, Cassard reprend son projet d'attaquer les Hollandais. Après tout, il était parti pour ça au départ. En octobre 12, sur la côte américaine, il rançonne Paramaribo et Berbice. Et puis, un petit peu plus tard, ils fonce sur de nouvelles îles, dont Curaçao. Mais là encore, la paix signée avec les Hollandais en 1713 met fin à toute possibilité de poursuivre cette stratégie. C'est ça le problème lorsque vous êtes un corsaire, c'est que vous êtes censé agir au nom du roi de France et donc vous êtes soumis aux aléas de sa diplomatie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est une émission pleine d'aventures que vous nous proposez pour débuter cette semaine. Nous sommes au cœur de l'histoire du corsaire Jacques Cassard, Franck Ferrand. Alors son projet, c'était d'attaquer les Hollandais. Mais la paix vient d'être signée avec les Hollandais. Oui, alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire, Jacques Cassard ? On n'a plus le droit de se battre avec les Anglais. Voilà. On n'a plus le droit de se battre avec les Hollandais. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse finalement ? C'est compliqué cette histoire. Et lui a investi énormément dans cette affaire. Ne l'oubliez pas. Donc il lui faut que ça rapporte un peu. Le corsaire nantais à ce moment-là a 33 ans seulement. Et on peut dire que c'est déjà pour lui le début du déclin. Il va rentrer sur le vieux continent. Alors il a du mal à s'employer et même il va s'empêtrer à ce moment-là dans des problèmes d'argent et dans des affaires judiciaires. C'est souvent le problème des corsaires. Vous savez, c'est les répartitions, etc. Donc il y a des procès qui n'en finissent pas. Et lui s'empêtre là-dedans. Voilà ce que nous dit son biographe. Cassard part à l'assaut de châteaux de papier, remplace la poudre par le verbiage. Il lui faut de l'argent, il lui faut son argent. Sans doute est-il saint d'esprit pour quelque temps encore. Il ne sera jamais sage ni patient. Le chemin parcouru et si court a été effectué, si promptement, comment s'arrêter ? Il faut des propositions pour reprendre la mer, des combines, des astuces. Le petit Jacques, loin des siens, sans femme, sans enfant, veut sa morphine pour calmer ses angoisses. C'est un suractif, vous l'aurez compris, cet homme-là, qui ne voit rien venir de très probant. Il semble que, sans qu'on en connaisse les détails, la démence s'empare assez vite de l'esprit du corsaire. La légende très incertaine colportera des scènes terribles, celle qui représente un Cassard pauvre, désœuvré, qui aurait croisé à Versailles son glorieux comparse du Guet-Trouin, vous savez, ou celle, douteuse, disons-le, relatant la colère déplacée que le vieux marin aurait osé jeter un jour de 1735 au visage du cardinal de Fleury en personne. Fleury qui était le principal ministre du nouveau roi Louis XV. Une chose est sûre, Jacques Cassard semble devenu fou et à l'été 1736, il est envoyé en détention au fort de Ham, au cœur de la Picardie, décidément. Vous voyez que ce fort de Ham, nous le croisons toujours. C'est un homme de presque 57 ans, complètement usé par une vie bien rude, le grand corsaire de Louis XIV, fini à l'échouage, si j'ose dire. Jacques Cassard ne verra plus le monde, il ne verra plus la mer. Lui qui a échappé à tant de périls, a été impuissant face à des ennemis qui ne veulent rien savoir, qu'on n'abat pas, vous savez, à coups de canon, ces ennemis-là. La malchance, l'ingratitude, l'oubli, la procédure. Les propres abus et les propres inconséquences de Cassard aussi, disons-le. C'est en tout cas au fort de Ham qu'il meurt 4 ans plus tard, à l'âge de 60 ans. Il disparaît bien tristement, cet ancien combattant des mers. Et l'on peut dire que malgré tous ses exploits, jamais il n'aura pu profiter du seul bien qui vaille pour un corsaire, la gloire. Bonjour Christian Buchet. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça, vous retrouvez au micro d'Europe 1, ça ne vous change pas tellement finalement, vous l'avez fait pendant des années. C'est toujours un plaisir. Alors vous êtes un grand historien de la mer, vous dirigez une mission, ça on va en parler tout à l'heure, qui est extraordinaire, qui est un très grand projet encyclopédique on pourrait dire d'une certaine manière. Les corsaires d'abord, est-ce qu'on peut peut-être, pour rappeler ça une fois de plus, mais il y a des évidences qui méritent parfois d'être rappelées, est-ce qu'on peut rappeler la différence entre un pirate et un corsaire ? Alors, un pirate, il travaille uniquement pour lui-même. Le corsaire, il va pas attaquer les bâtiments de son pays. En fait, un corsaire, souvent, le roi qui n'a pas mis assez de sous dans sa marine, qui n'a pas de quoi payer les équipages, va confier de beaux vaisseaux à des corsaires qui montent une expédition. Et fort de ces vaisseaux, ils vont travailler en attaquant les ennemis de la nation. Ouais. Alors, c'est formidable parce que on a toujours eu, vous le constatez à travers Jacques Cassard avec Éric Tabarly, on a toujours eu les meilleurs marins au monde, mais on a toujours été une puissance maritime à éclique. C'est super, les corsaires
corsaires. C'est même super, les pirates. Si on allait aux Antilles, vous savez que les pirates, leur plus bel exploit, c'est d'avoir été la défense de nos colonies. Ils ont même servi comme troupe d'élite de l'armée royale. Vous évoquiez la prise de Carthagène, là, en 1697. Je vous confirme, Jacques Cassard n'y était pas. Ça me rappelle mon vieux mémoire de maîtrise d'autrefois. Mais les pirates ont servi comme troupe d'élite de l'armée royale. Pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez une escale depuis l'Europe, une navigation en escale pour aller aux Antilles, il faut 5 semaines, donc vous êtes scorbutique parce que les vivres sont démunis de vitamine C, donc vous êtes quasiment malade, et il faut des troupes aguerries qu'ont été précisément les pirates. Alors, ce que je voudrais dire aux auditeurs, j'adore les corsaires, j'adore les pirates, mais c'est vraiment la guerre du pauvre. Ça fait de formidables images d'Épinal maritime, mais ça ne marche pas. Bien sûr qu'on a provoqué des coups d'épingle sur l'ennemi, mais globalement on a pris 2-3% du commerce ennemi. C'est pas comme ça qu'on gagne la guerre. On gagne une guerre non pas avec des pages romantiques, mais en faisant ce qu'on appelle une guerre d'escadre, c'est-à-dire en ayant une marine puissante pour contrecarrer la marine anglaise. Alors ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça aura été le grand échec de nos rois successifs. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça vaudrait le coup, parce que la question se repose toujours jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais pour revenir un instant sur ce terme de corsaire, j'ai entre les mains le dictionnaire du grand siècle, publié sous la direction de François Bluch chez Fayard. Et dans ce dictionnaire, on nous explique bien que le terme de corsaire a longtemps été... D'abord, on n'employait pas le terme de corsaire initialement, on disait plutôt armateur ou capre. Le terme corsaire a été rendu péjoratif par les barbaresques, nous dit le dictionnaire, plus pirates que corsaires et qui terrorisent la Méditerranée, et même par les flibustiers, semi-pirates, tant que Ducasse n'a pas fait d'eux les héros de la prise de Carthagène, donc dont vous nous parliez à l'instant. Le mot corsaire ne trouve droit de citer que depuis la grande ordonnance des armées navales, donc là c'est 1689, et j'aime bien cette précision de François Bluch à la fin de l'article. La guerre de commerce devenue si rentable, la tactique de course de plus en plus utilisée dans la marine royale, le fréquent mélange des états-majors et des équipages, des capitaux privés et de l'armement royal provoquent depuis la fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg un tel brassage, une telle confusion des genres que corsaire va chaque jour perdre de son orientation péjorative, désormais inadéquate et injuste. Les corsaires sont-ils devenus des fonctionnaires à la fin du règne de Louis XIV? Non, pas tout à fait. Ils ont toujours eu le sens du commerce. Vous l'avez magnifiquement montré avec Jacques Cassard. Mais pourquoi pas? Ça c'est très bien. Non, le problème de fond, c'est que c'est pas comme ça qu'il fallait lutter contre l'Angleterre. Mais vous savez, on rentre là avec l'avant-dernière guerre de Louis XIV, la guerre des d'Augsbourg, jusqu'aux guerres de la Révolution et de l'Empire, dans ce que les Anglais appellent aujourd'hui la seconde guerre de 100 ans. Et malheureusement, nous on l'ignore en France. Et malheureusement, on fait comme si elle n'existait pas. Absolument. Et malheureusement, on la perd. Pourquoi? Parce que quand vous avez une partie de bras de fer terre contre mer, on le verra peut-être, c'est toujours la mer qui l'emporte. Ah, je vous rassure, on ne le verra pas. Peut-être. On va sûrement le voir. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. La voix de François de Galt sur Europe 1 avec le générique de cette série Corsaire et Flibustier, une série qui passait en 1966 sur la première chaîne de l'ORTF. Une de vos séries préférées, Franck. Disons quand j'étais petit, j'aimais bien ça. Oui. Ouais, voilà. On reçoit aujourd'hui Christian Buchet. Il est votre invité, Franck Ferrand, pour justement s'intéresser aux corsaires et à l'histoire vue de la mer. Il nous vient de l'Académie de Marine. Il est directeur du Centre d'études de la mer et de l'Institut catholique de Paris. Et il est l'auteur de la grande histoire vue de la mer, parue au Cherche Midi. Directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique. Voilà. Mais vous aussi, Christian Buchet, ce sont les films, ce sont les feuilletons qui vous ont donné le goût de... J'ai critiqué la rentabilité en termes de résultats guerriers des corsaires, mais en tous les cas, c'est eux qui m'ont embarqué. Moi, j'étais un très mauvais élève, donc ça m'ouvrait une fenêtre plus que l'arbre. Vous voulez, c'était les mers bleues, les mers des mers du Sud et tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez fait votre thèse là-dessus d'ailleurs, vous, hein? Oui, la première thèse, effectivement, sur la lutte pour l'espace caribe, c'est fascinant. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que les Anglais, c'est probablement le pays qui a connu le plus d'échecs de déboires maritimes. Sauf que c'est un peuple constant, déterminé. À chaque fois, ils réfléchissent pourquoi ça n'a pas marché. Et ils ont fini par l'emporter. Et disons les choses, qui n'a pas le choix. Parce que quand vous êtes une île, de toute façon, votre horizon est forcément sur les mers, ce qui n'était pas le cas, évidemment, de pays plus continentaux. Certainement. Est-ce qu'on peut dire, et alors c'est une des questions que vous abordez dans ce somptueux ouvrage sur lequel on va revenir tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que finalement la puissance se décide sur les mers, d'abord et avant tout sur les mers? Il n'y a
aucun doute. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en essayant de voir dans quelle mesure est-ce que la mer est le moteur de la réussite, y compris pour une entreprise, le moteur de la prédominance, le moteur du développement économique. Oui, de tout temps et en tout lieu. Et ça commence, c'est très intéressant parce que la mer, vous savez, elle est très ancrée entre nous. On ne le sait pas toujours, mais la différence qu'il y a, finalement, on remonte 13 ans en avant, là, 13 ans au-delà des corsaires, la différence qu'il y a entre le grand singe et l'Homo erectus, c'est le rapport à la mer, déjà. Le grand singe, il reste dans ses canopées, dans ses arbres. L'Homo erectus, il navigue, attention, à portée de vue. Et la différence entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens, dont nous sommes de beaux descendants, j'espère, c'est que l'Homo sapiens, lui, va naviguer hors de portée de vue. Donc vous voyez comment finalement ce qui fonde l'humanité telle que nous sommes, c'est peut-être de spirituel, mais c'est cette capacité de projection et c'est ce rapport à la mer, MER. On peut même aller plus loin. Oui, alors certains avec un peu de lacanisme diraient qu'on pourrait ajouter un E à mer. Il y a quand même c'est le milieu essentiel d'une certaine manière. C'est bien pour ça que la vie n'est peut-être pas un long fleuve tranquille parce que c'est une traversée maritime. C'est très intéressant, c'est un autre aspect, mais la mer est probablement l'arche du pont entre la psychanalyse, les grandes religions monothéistes. Une vie accomplie, c'est une traversée, ce qui suppose de quitter son port d'attache, et peut-être sa mer M-E-R-E, Franck Ferrand, pour aller de plus en plus loin. Donc vous voyez, la mer est un chemin de vie, même une traversée spirituelle. Pour ça qu'elle nous émeut, même si parfois on a le mal de mer. C'est très intéressant. Alors évidemment, pour l'Angleterre et la France, la confrontation, elle s'est faite sous les règnes de Louis XV et Louis XVI, elle s'est faite essentiellement, et puis de Napoléon bien sûr, elle s'est faite sur les mers. On a l'impression que nous n'étions pas à la hauteur, nous, qu'en dépit des grands efforts consentis par la monarchie française, nos marines n'ont jamais été au niveau, si je puis dire. Je maintiens, on a toujours eu les meilleurs marins, mais on n'a pas eu les meilleurs marins qui dirigeaient la politique. Et voilà. Bon. Il y avait de bons marins, mais de mauvais ministres, vous êtes en train de me dire. Pour moi, le maillon faible de la famille, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Louis XV. Quand vous acceptez un navire de guerre français contre 3 navires de guerre anglais, et que vous avez une marine de commerce qui est en train de rattraper son retard, qu'est-ce que c'est tentant pour les Britanniques de nous déclarer une guerre parce qu'ils sont sûrs de nous rentrer dans notre commerce. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut un rapport entre une marine de guerre et une marine de commerce. L'inverse de la marine de Louis XV, c'est finalement la marine de l'Union soviétique. Une énorme marine de guerre, mais une marine de commerce insuffisante, ce qui n'a pas permis à l'économie soviétique, comme on disait à l'époque, si vous voulez, de pouvoir continuer. Il faut un rapport entre les deux. Du temps Louis XIV, ça fonctionnait bien. On va avoir une défaite absolument dramatique qui sera le traité de Paris de 1763 qui met fin à cette guerre de 7 ans où on perd tout, on a tellement tout perdu que les Anglais nous disent toutes les anciennes colonies françaises. Voilà, on peut pas tout garder. Quasiment. On peut pas tout garder, donc vous choisissez entre le Canada et les Antilles. Bien sûr, on a eu raison, les Antilles. À la suite de ça, on va prendre conscience qu'il faut se développer en mer. Ça sera la marine de Louis XVI, et c'est cette marine de Louis XVI qui va nous permettre de tenir durant toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire. Oui. On essaiera tout à l'heure de reprendre l'histoire universelle, la grande histoire, à travers l'importance relative des différentes mers. Ça, c'est absolument passionnant. Pour continuer, puisque vous avez déjà évoqué les soviétiques, les grandes guerres qui se sont développées par la suite sont encore des guerres qui ont soit une visée maritime, puisque la guerre de Crimée, ça n'est jamais que ça, somme toute, ou soit, bien entendu, un champ de bataille, un centre de gravité maritime. Je pense à la Première Guerre mondiale notamment, mais la Deuxième aussi d'ailleurs. C'est très intéressant ce que vous faites là, comme remarque sur la Première Guerre mondiale, parce qu'on nous dit souvent s'il y a une guerre où la mer n'a pas joué un grand rôle tant que ça, c'est bien la Première Guerre mondiale. Vous oubliez sans doute que les Américains sont arrivés par voie maritime, mais ce qu'on a réussi à montrer... Et puis la guerre sous-marine, etc. La guerre sous-marine, mais ce qu'on ignorait, c'est que si les Anglais, les Français ont pu surmobiliser par rapport aux Allemands, c'est parce qu'on maintenait toutes les liaisons avec l'Argentine pour la viande, avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie pour les blés, ce qui n'était pas le cas d'Allemagne, qui a dû donc maintenir dans les campagnes beaucoup plus de bras pour l'agriculture. Et nous avons été, nous Français et Anglais, puisque nous célébrons le 100e anniversaire de la Révolution de 1917, à dire aux Russes, il faut mobiliser davantage, retirant trop de bras, ce qui a provoqué des famines et ce qui a mis le faux pouls. Donc vous voyez comment le fait d'être connecté en permanence avec l'ensemble des flux, y compris aujourd'hui, 92% des flux mondiaux passent par voie maritime, c'est ce qui permet de gagner. On sait aujourd'hui que la guerre froide a été gagnée parce que l'OTAN maîtrisait l'ensemble des détroits, c'est-à-dire à travers ces détroits, l'ensemble des flux maritimes. Et pourtant, ce qui est génial, c'est que vous avez un homme extraordinaire, vous avez sans doute déjà consacré une émission à lui, c'est Sir Walter Raleigh. Un homme qui est raide amoureux de la reine Elisabeth Ier, je vous rassure, qui pousse un peu trop, de manière audacieuse, ses assauts amoureux. Il va réfléchir à la vanité du monde dans la tour de Londres. Et là, il vous pond en 1595, celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce
commerce commande le monde lui-même. Eh bien, je ne connais pas la chambre du président Xi Jinping, mais je peux vous assurer que c'est, en tous les cas, ce qu'il a dans la tête est peut-être même gravé en lettres d'or au-dessus de son lit. Bien entendu. Les Chinois le savent, ça, depuis longtemps. En l'occurrence, on est aussi au moment de Sir Walter Raleigh, au moment de l'invincible Armada. On a vu à quel point une flotte de guerre peut se révéler parfaitement inutile et stérile lorsqu'elle ne s'appuie pas sur des visées marchandes, précisément. Absolument. C'était quasiment joué avant. Jamais les Espagnols n'ont prétendu qu'elle était invincible. C'est les Anglais par dérision. Ça serait passionnant à raconter un jour, parce que c'est une histoire de 2 désastres sanitaires avec 2 jours de décalage. La seule chose, c'est que là, nous donnons une image extrêmement guerrière, extrêmement belliqueuse de la mer. L'histoire vue de la mer, ça n'est pas seulement l'histoire des armes. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la mer aujourd'hui, grâce à votre invité Franck-Christian Buchet de l'Académie de Marine, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris et auteur d'un très beau livre dans lequel vous êtes plongé actuellement. C'est La grande histoire vue de la mer, paru au Cherche Midi. Oui, c'est un livre absolument majeur. C'est tout à fait passionnant. La mer, non seulement comme lieu de confrontation, ce dont nous avons beaucoup parlé depuis le début de cette émission, mais la mer aussi comme lieu d'échange, de dissémination des idées, par exemple. Enfin, tout c'est passionnant. C'est vrai qu'on peut faire une histoire de l'humanité depuis la mer. D'où est venu ce livre? D'où est venu ce projet, Christian Buchet? Écoutez, on savait que la mer, c'est ce qui faisait la différence au niveau de l'Europe. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est vrai pour l'ensemble de l'humanité? Et donc, il y a eu ce programme Océanide. C'était en gros, de manière très précise, 260 chercheurs, pas plus de 30%. 260 chercheurs. C'est plus que d'auteurs de l'encyclopédie de Monsieur Diderot, ça. C'est probablement le plus gros programme en sciences humaines depuis, effectivement, l'encyclopédie. 260 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux. Et on a essayé de peser, c'était pas de faire une histoire maritime de plus, il y en a de très remarquables, mais c'était de savoir dans quelle mesure est-ce que la mer est le moteur de la réussite. Alors, on le savait pour l'Europe, eh bien là, on le sait maintenant, c'est plus une conviction, c'est une démonstration. On a eu les meilleurs chercheurs. Il n'y a qu'un seul ensemble qui a pu tenir sans s'être vraiment adossé au maritime, c'est l'Empire mongol, ce qui n'est pas négligeable, il a tenu quasiment 3 siècles. Totalement enclavé. Mais, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ils avaient des vaisseaux. Le vaisseau du désert, c'est le chameau de Bakhtian, qui peut porter jusqu'à 200 kilos. Et donc, finalement, il y avait des espèces de volta maritimes à travers les chameaux dans le désert. C'est-à-dire ce qui fait la réussite dans l'histoire. C'est le fait d'être en connexion, d'être dans le mouvement, d'être dans la fluidité. Et revisiter sous l'angle de la mer, c'est toute l'histoire qui s'éclaire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on pense à l'Amérique précolombienne, les peuplades qui viennent à notre esprit, c'est les Aztèques, ce sont les Incas? Parce que par rapport aux autres peuplades d'Amérique centrale ou latine, c'était celles qui, par le commerce de l'obsidienne, étaient en connectivité maritime. Il y avait une façade maritime, tout simplement. Qui avait une façade et surtout qui était dans ce commerce maritime. Ah oui, bien sûr. C'est le pays, l'entité qui maîtrise les flux, qui l'emporte. Alors, vous montrez l'évolution géographique en quelque sorte des centres de gravité maritime. On commence par la Méditerranée, bien entendu. Alors c'est marrant parce que on revisite toute l'histoire et on s'est rendu compte que l'histoire telle qu'on nous l'enseigne en Occident ou même dans le monde entier, à travers le prisme occidental, ça colle pas du tout. On nous explique qu'il y a l'Antiquité, le Moyen-Âge, après la période moderne, 16, 17, 18e siècle, et la contemporaine. Mais vu que nos chercheurs étaient du monde entier, ça marche pas pour l'Asie, ça marche pas pour la Polynésie, ça marche pas pour l'Amérique centrale. Non, en fait, il y a 2 ou même 3 temps dans l'histoire. Il y a le temps des Méditerranées, au pluriel. Parce qu'on nous dit toujours, tout est né autour de la Méditerranée, notre Mare Nostrum. Attendez, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu nombriliste comme approche. C'est un peu nombriliste, qu'il y a autant de grandes civilisations, ni plus ni moins importantes, qui sont nées sur une autre Méditerranée, à l'antipode, qui s'appelle, pour faire court, la mer de Chine. Et ce temps dure le temps de l'Antiquité et de la période médiévale. De Méditerranée, la mer de Chine, notre Méditerranée à nous, la Mare Nostrum, avec quelques liens quand même, des liens ténus. Si Rome, la grande puissance de l'Antiquité, a pu perdurer, accrochez-vous bien, et lutter longtemps contre les Gauls, les Ostrogoths et autres Visigoths, c'est parce que Rome maîtrisait le commerce dans l'océan Indien. Incroyable. Donc on voit les conséquences. On revisite toute l'histoire du monde. Donc ce temps des Méditerranées. Et puis, vous avez un extraordinaire Big Bang géographique. 1488, Bartholomé Diaz, le Portugais. Là, c'est le grand basculement. Le grand basculement. Double cap de Bonne-Espérance. Ça y est, on peut les chercher, les épices et les parfums. C'est très important. C'est la fin du commerce équitable parce que ces épices et ces parfums arrivaient à travers 800 à 1200 intermédiaires. Maintenant, c'est uniquement l'armateur européen qui va le chercher. C'est-à-dire, seule l'Europe va pouvoir émerger parce que tous les fruits du commerce mondial passent par voie
atlantique. Et ce temps correspond aux périodes modernes, c'est-à-dire de la Renaissance, jusqu'aux années 2000-2005. C'est-à-dire que nous sortons aujourd'hui, nous sommes bien nés tous que nous sommes ici. Pourquoi ? Parce que nous vivons un temps historique incroyable. Nous rentrons dans un troisième temps de l'histoire, qui n'est plus le temps de l'Atlantique. Certes, on part tous les jours encore aux informations de l'Alliance Atlantique, etc. Mais on est dans le temps de l'océan mondial, où si vous tenez absolument à vous accrocher aux 4 périodes précédentes, nous rentrons dans un 5e temps qui serait ce que j'appellerais l'océano-temporain, le temps de la mer. Et la mer, c'est pas uniquement de commerce. On sait aujourd'hui que la mer, elle a 4 dimensions. La surface, la tranche d'eau, les terres immergées, et on sait même que la biodiversité du sous-sol terrestre est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre marin. Sans la mer, on ne passe pas. Elle contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, désirable. Alors ça nous met, nous, en tant que Français, dans une position très enviable, puisque si je ne m'abuse, selon les calculs, nous sommes tantôt premier, tantôt second domaine maritime du monde. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est ce que vous nous dites. Dire, parce que nous sommes dans une formidable mission. Formidable parce qu'historique, jamais de toute notre histoire, même au plus haut de la période napoléonienne, jamais notre pays n'a été aussi grand que depuis 1994. Pourquoi ? Parce que c'est, dans le jargon technocratique, la création de ces ZEE, zones d'exclusivité économique. La France a plus de 11 millions de kilomètres carrés. Tout juste derrière le numéro 1 qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, très loin devant le 3e qui s'appelle l'Australie, puisqu'on a 2 millions de kilomètres carrés de plus. Mais tous nos auditeurs se doutent bien que si les États-Unis et l'Australie ont un tel domaine maritime, c'est par la taille de la métropole. Nous, c'est grâce à l'outre-mer. La chance de la France, c'est l'outre-mer, et la chance de l'Europe, c'est d'avoir la France et son outre-mer. Alors la question, on voit que tous nos hommes politiques, c'est Richelieu qui disait « Nos souverains ont les larmes salées de la mer qu'ils ont ignorée ». Eh bien, il faudrait aujourd'hui, on a un président qui est un peu un Kennedy, une nouvelle frontière maritime. Vous qui êtes particulièrement concerné par ces questions, ça a dû vous toucher. Pendant la dernière campagne présidentielle, les 2 candidats qui parlaient de la mer dans tous leurs meetings, etc., c'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que les autres candidats entre les deux ne s'intéressent pas à la mer. Que se passe-t-il en France ? Écoutez, il m'arrive de désespérer, j'ose l'espérer. Vous savez, on a un président qui est jeune, qu'on compare souvent au président Kennedy, on le disait. Eh bien, finalement, la nouvelle frontière de la France, la chance de la France, c'est la mer. Il y a tout dans la mer. Je vous provoque un peu, mais j'y crois vraiment. Si on veut croire un jour la pause fiscale, ça viendra de la mer. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la Chine exporte 92% des terres rares. Vous savez, cette terre rare, c'est 17 métaux stratégiques. Le président Xi Jinping est en train de baisser ses exportations. On a trouvé dans la zone, dans le domaine maritime français, 18% de ces métaux stratégiques. Donc on a ça, c'est tout les fameux pour gagner. Nodules polymétalliques dont on parlait il y a 30 ans, là, c'est ça ? Alors non, c'est un peu des patates noirades. Bon, je ne reviens pas trop là-dessus. Non, c'est un peu ces métaux-là, mais dont on a besoin pour nos iPads, les iPhones, les pales des éoliennes. La France est l'un des pays qui en a le plus grand nombre. On a tout pour gagner parce que nous avons cette mer. Avec une capitale en plein milieu des terres quand même. Hein. Alors le drame de la France, oui, c'est le premier qui a commencé à flairer un peu cette grande idée, c'est Fernand Braudel. On peut pas mettre la capitale française à tout endroit parce qu'il fallait un fort bassin céréalier, c'était ou Paris ou Rouen. Si ça avait été Rouen, tout aurait été changé. Pourquoi ? Parce qu'on se serait tourné vers la fluidité, la connectivité, les flux, c'est-à-dire vers l'économie. Paris est une formidable capitale, mais ce n'est pas une capitale économique. Si la Chine avait eu non pas Pékin, mais Shanghai ou Hong Kong, toute l'histoire universelle aurait été changée. La chance de la Russie, ça a été d'avoir une capitale non pas à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg. C'est d'ailleurs intéressant de voir aujourd'hui que les hommes qui tiennent Moscou viennent de Saint-Pétersbourg. Pour ça qu'ils s'intéressent au passage du Nord. Pour ça qu'ils s'intéressent à la Syrie, parce qu'il y a le port syrien de Tartous. Merci beaucoup Christian Buchet. On aurait encore tellement de choses à évoquer sur cette histoire vue de la mer. La grande histoire vue de la mer, avec une préface de Jean-Louis Etienne, c'est le titre de l'ouvrage qui fait donc la grande synthèse de ces travaux d'Océanide, dont vous êtes l'auteur. Donc Christian Buchet aux éditions du Cherche Midi. Cyril Coutancet a également publié Les Hommes et la mer aux éditions du CNRS. Très joli album, très culturel, très passionnant. Et puis très proche de vos travaux d'Océanide, de Jacques Attali, Histoire de la mer aux éditions Fayard. Merci beaucoup Christian Buchet. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire des corsaires, notamment au cœur de l'histoire de Jacques Cassard. Et nous allons maintenant découvrir ces maisons construites par les armateurs du côté de Saint-Malo. Ce sont les Malouinières, demeures d'exception. C'est un livre dans lequel s'est plongé notre Clémentine Portier-Keltenbach, notre guide du jour, qui est chroniqueuse d'histoire à Femme Actuelle Jeu. En fait, si je comprends bien, Clémentine, vous vouliez une malouinière et vous avez acheté un livre, c'est ça ? Bah voilà, parce que là, la malouinière, je peux économiser encore une bonne centaine d'années. Et alors, vraiment, on peut être reconnaissant aux 2 auteurs, Olivier de la Trivière, qui est l'auteur des textes, et Hervé René, le photographe. Ils font avec ce livre aux amoureux du patrimoine en général et aux
malouins en particulier un très beau cadeau de Noël, je l'espère, car sur les 112 malouinières, ces belles demeures qu'ils ont recensées, visitées, photographiées, seules quelques-unes se visitent. Et donc, grâce à eux, privées, en fait, on a le privilège de rentrer dans ces belles demeures. Donc, ils sont les demeures des riches armateurs malouins qui établissaient leur villégiature à 1 heure maximum de cheval de la ville et de leurs activités. Ce qui veut dire que c'était pas très loin de Saint-Malo, forcément. C'était pas très loin. Alors, la malouinière, c'est vraiment une période tout à fait particulière, 1660 jusqu'à la fin du XVIIIe. Le mot même de malouinière apparaît en 1703 et on les trouve principalement dans cette belle région du Clos-Poulet, arrière-pays malouin, qu'on appelle également le pays d'Alette. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette merveilleuse région, ça ressemble à quoi une malouinière? Bon, alors, il y a 3 caractéristiques majeures. C'est un grand quadrilatère, un grand style carré, un toit triangulaire très élevé et une cheminée monumentale. On ajoute parfois ce quadrilatère un peu comme un pavé gris, imaginez ça. On ajoute parfois 2 pavillons latéraux légèrement en saillie que l'on appelle des chartreuses. Et c'est construit en moellon du pays, ce qu'on appelle la maçonnaille. C'est ce qui fait la beauté, d'ailleurs. Donc la deuxième caractéristique majeure, c'est le soin apporté à la toiture. Des toits très hauts, à la pente très raide, avec d'élégants épis de fêtage. Et, toutes ces maisons sont agrémentées d'une cour d'honneur, d'une rabine. Alors voilà, là, je tiens à le dire car j'ai appris ce mot, j'étais très contente. D'une rabine, Anissa, c'est une grande allée. Alors c'est une grande allée bordée d'arbres qui est plus ou moins longue selon que vous avez une belle malouinière et des écus dans votre poche. Alors jardin à la française, naturellement, potager, pigeonnier. On ne sait pas très bien qui sont les architectes de ces maisons parce que la plupart des propriétaires en ont perdu les plans. Néanmoins, on sait que messieurs Jean-Simon Garangeau et Michel Marion, qui sont associés à Vauban, qui ont travaillé pour Vauban sur les forts de défense de Saint-Malo et les plus beaux hôtels particuliers de Saint-Malo, ont été impliqués dans la construction d'un certain nombre de ces demeures. Ce qui est toujours assez amusant avec l'habitat de bord de mer, c'est que nous, aujourd'hui, nous voulons les maisons les plus proches de l'eau, avec la vue le plus possible sur la mer, mais c'était pas le cas du tout à l'époque. Au contraire, on se collait dans l'arrière-pays. On allait le plus loin possible, et d'ailleurs, sur les 112 malouinières visitées par ces messieurs, seules 3 d'entre elles sont au bord de la mer. Non, les plus jolies, celles qui ont le plus de charme, sont dans les terres, sont au bord de la Rance. Alors vous voyez ces dégoulinades de jardin jusqu'à l'eau. Elles servaient de ferme d'ailleurs un peu à l'époque. Tout à fait, parce qu'on ne pouvait pas avoir dans les murs à Saint-Malo, comment voyez-vous des œufs, du lait, de la viande et du cidre. Il faut bien avoir des pommiers et une vache, c'était pas facile en ville dans Saint-Malo. Donc on avait pour cette raison des maisons à la campagne qui servaient à alimenter la maison de ville. Et alors ces maisons sont un luxe. Il y a aussi parce qu'il y a l'ameublement quand même. Il y a de l'esbrouf dans certaines d'entre elles. Il y a l'ameublement qui évoque naturellement les voyages des navires, des riches armateurs, des commodes en bois des îles, des vaisselles de la porcelaine de Chine, de la vaisselle en argent du Pérou. On voyage dans ces maisons. Il faut voir ces photos merveilleuses. C'est d'une beauté. Alors, il y a les auteurs citent Chateaubriand expliquant que les Malouins étaient riches et cousus d'or. C'est un peu l'oncle Cristobal est revenu. Non, mais j'étais stupéfaite par la beauté de ces maisons, la beauté des intérieurs, évidemment très typés 18e, avec des décors de papier peint Zuber, des grisailles, des murs tendus de cuir. C'est d'un luxe. Je me demande si vous êtes plus amoureuse du livre ou des malouinières elles-mêmes. En tout cas, on sait où vous allez passer vos premiers week-ends de la belle saison. Alors là, attention, difficulté, parce que par bonheur, la Chipaudière, qui est la référence des malouinières, l'une des plus belles et des plus grandes, se visite l'été avec pour guide les propriétaires. Là, donc vous avez tout parqué en point de Versailles, Sorlan, marbre, etc. Mais par bonheur, dans l'une d'elles, oui, vous pouvez aller passer la nuit. Lorena va nous en parler. Voilà, mais quelle transition magnifique. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena, j'ai ouvert le très bel ouvrage sur les malouinières qui est donc publié aux éditions Ouest France. Je l'ai ouvert à la page Le Val-Marin et c'est très beau. Oui, le Val-Marin, puisque vous le disiez, la plupart des malouinières ne se visitent pas, mais celle-ci a été transformée en hôtel de charme. On est au cœur de Saint-Malo, c'est vraiment la seule malouinière hôtel de Saint-Malo. C'est situé au 7 rue Jean 23 dans le quartier donc là, on est dans la ville même, de Saint-Malo, dans la ville même, en fait dans le quartier nommé Saint-Servant-Alette, qui est un quartier résidentiel très verdoyant et protégé des vents qui constitue
qui constitue la presqu'île d'Alette. C'est l'origine de la cité corsaire et on est là vraiment dans le berceau de Saint-Malo et c'est une authentique malouinière qui date de la fin 17e, début 18e probablement, construite par des armateurs de renom à l'époque. Et c'est la propriétaire en fait qui me disait au téléphone que l'escalier est en bois dans cette malouinière. Magnifique D'où l'escalier. la date elle pense que c'est vraiment fin 17e, puisqu'à la différence, au XVIIIe siècle, les escaliers vont être en fer forgé. Oui, mais je confirme, en effet, on est dans les années 1695 à peu près. Exactement. Et là, ce qui est magnifique, c'est la rose des vents en Sublime. polychromie de marbre dans le vestibule, tout ça. Et donc, on peut y résider. Oui, on peut y résider. Le Valmarin est érigé dans l'enceinte d'un très beau parc de 4000 mètres carrés avec des arbres centenaires, notamment des pins maritimes qui ont plus de 500 ans. C'est vraiment un cadre magnifique et assez privilégié. On est à 50 mètres là de la plage. On est vraiment au calme. Et c'est un château manoir très raffiné, très bien conservé avec ses boiseries. Il y a 11 grandes chambres, des chambres décorées toutes différemment, mises au goût du jour tout en gardant l'authenticité, puisque la propriétaire Françoise est décoratrice de métier. Elles ont été personnalisées au nom des grands hommes qui ont fait la renommée de Saint-Malo, notamment l'amiral Bouvet qui a habité cette maison et qui a encore sa chambre avec les meubles d'époque. Donc on peut louer la chambre de l'amiral Bouvet. Exactement. Et les murs entre chaque chambre sont d'1 mètre d'épaisseur. Donc là, on est au calme. Il y a des bibliothèques dans chaque chambre, un salon. Et dans les salons, on peut notamment trouver des objets qui rappellent l'origine maritime des lieux de Saint-Malo. Eh bien, dites-moi, avec un parc en plus somptueux autour de tout cela. C'est vraiment très beau. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.